Merci et bienvenue sur le plateau Politique Express. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Abdoulaye Niang, qui n'est plus à présenter à nos téléspectateurs, à nos auditeurs. Professeur Abdoulaye Niang, nous savons que vous avez anticipé sur la crise globale et sécuritaire. Aujourd'hui, l'accord pour la paix, issu du processus d'Alger, essaye d'y apporter une solution. L'accouchement de cet accord a été douloureux. Nous n'avons pas en faire la genèse, mais aujourd'hui difficile d'application. Un accord qui aurait dû être un accord intermalien est finalement devenu une entente internationale. Professeur, quel est votre regard sur cet accord, 6 ans après sa signature, en tant qu'économiste quantitativiste? En tant qu'économiste quantitativiste, et d'abord je dis bonjour à vos auditeurs. Merci, professeur. Et c'est l'honneur pour moi d'être présent parmi les premiers sur le plateau. Je vous souhaite longévité. Merci. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de sérieux. En tout cas, les 3 personnes qui sont dans cette salle avec moi, je sais qu'ils sont des gens sérieux et que nous avons des choses en commun. J'espère que la trentaine de minutes ou quarantaine de minutes qu'on va faire ensemble va permettre d'éclairer les choses. Merci, professeur. Et 6 ans dans la vie de l'accord, en réalité, n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce que simplement, nous les économistes quantitativistes, on n'avait pas terminé notre travail. La révélation que je vais vous faire, que j'ai fait peut-être de façon très formelle, c'est que moi je suis artisan de l'accord. Okay. Ah oui. J'ai été consulté pour les idées premières de l'accord. Absolument. Le président de la Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine, qui a eu à intervenir dans les premières heures pour arrêter la belligérance à Kidal en 2014, eh bien, m'a consulté pour donner des conseils. Pendant 3 nuits, le professeur Baba Miske est venu à Bamako pour consulter Ibeka. Tous les soirs, à partir de 23 h, la suite, la consultation, après chez Ibeka, c'était chez moi. Et après, ils ont demandé à ce que je vienne à notre shop. Je suis allé pour quelques jours, parce que c'était pour un jour de réunion. La journée de réunion s'est prolongée par au moins une dizaine de jours, avec des nuits arrosées, avec le mouton, la chèvre, comme cela se doit à Montagne. Et nous avons eu à faire du brainstorming sur l'architecture institutionnelle à peu près, mais aussi sur la structure économique. Oui, monsieur le professeur Abdoulaye Niang, je sais que vous avez fait beaucoup de recherches dans le domaine de l'axe essentiel en termes d'analyse économique. Nous avons eu à parcourir un peu le livre blanc que vous avez écrit. Nous avons dû comprendre à l'intérieur que l'architecture institutionnelle s'y dessine, l'architecture économique s'y dessine, et l'architecture qui sied effectivement au modèle économique, social et culturel aussi s'y dessine. Alors, monsieur Abdoulaye Niang, qu'est-ce qui bloque réellement aujourd'hui dans l'application de cet accord? Écoutez, à partir du moment où vous avez dit se dessine, vous n'avez pas dit que c'est là-dedans, dans sa globalité. Absolument. Mais il faut l'étendre. D'accord. Il faut aller de se dessiner pour aller à l'application, à la visibilité. Non, pour aller à son expression totale. D'accord. L'architecture institutionnelle, c'est l'architecture institutionnelle version 2.1. D'accord. Qui est en full-fledged. D'accord. Or, ce qui est là-bas, c'est le bottom. Je parle un peu d'anglais dans ce cas. Okay. C'est le bas. C'est-à-dire que c'est l'architecture institutionnelle de la région, État, qui est là-bas. Parce que la guerre de Kidal, son objectif était d'aller directement à la région État. Ce n'est pas possible. Mais professeur, qu'est-ce que vous appelez région État? Beaucoup de gens nous posent la question à savoir c'est quoi la région État? Mais la région État, c'est la région qui a une architecture institutionnelle pleine et entière. Il y a un président. C'est différent de l'indépendance Ah oui, non, ça n'a rien à voir avec l'indépendance. C'est l'État fédératif du Mali. D'accord.
l'État fédératif du Mali de collectivité territoriale. C'est l'État fédératif de collectivité territoriale du Mali. Donc la collectivité territoriale qui atteint un niveau très élevé dans l'échelle de l'architecture de la libre administration, c'est ce qu'on peut appeler la région État. Et cette région État a un président de la région État. Il a une administration, il est l'exécutif, et il a un gouvernement régional de l'ordre de 16 à 18 ministres. Et ces ministères-là sont partagés en vérité avec 6 à 8 ministères au niveau de l'économie, 6 à 8 ministères au niveau de la défense civile et politique. Et bon, on s'arrête là. Parce donc, ça veut dire que... Il n'y a pas de ministère de la défense militaire. Si je comprends bien ce que vous venez d'énumérer tout à l'heure, ça veut dire qu'on permet aux collectivités de s'auto-administrer en réalité. Il s'agit juste de cette capacité de s'auto-administrer suivant un modèle institutionnel qui, pour l'instant, dans le cadre du Mali, n'est pas encore existant. Mais que les signaux existent dans cet accord. Mais qui est obligatoire. D'accord. C'est-à-dire que c'est incontournable. Donc quand les gens pensent maintenant, en faisant de l'extension, que ce serait diviser le Mali, ce n'est pas une question de division. Aucun État n'est pas une fédération de collectivités territoriales, même si c'est la commune. D'accord. Donc l'État fédératif de collectivités territoriales veut dire simplement que les collectivités territoriales, ils sont dans une échelle de libre administration qui peut aller jusqu'au point de la région État. Tu as la commune, tu as le cercle, tu as la région État. Et c'est normal, c'est dynamique, ce n'est pas criminel que quelqu'un demande à gérer sa propre administration. Je veux m'auto-administrer et l'erreur fondamentale, si tu permets une seconde, oui. L'erreur fondamentale de Kidal, c'est de vouloir s'auto-administrer avec l'argent des autres. Tu ne peux pas mettre le piment dans ma bouche et puis faire autrement. Non. C'est-à-dire que si, aussi longtemps que Kidal reste encore dans le déni des droits humains, qui ne lui permet pas d'aller dans une situation de développement et de sécurité, quand c'est dans une situation sensible de ni développement ni sécurité, eh bien, je vous dis, Kidal ne veut pas devenir une région État. D'accord. La région État, elle a eu par la guerre. Mais cette guerre-là, elle n'est pas soutenable. C'est une bataille. D'accord. Elle a gagné la bataille en 2014, mais au-delà de ça, il n'est pas une région État aujourd'hui parce qu'il n'y a aucune communauté de localité de l'Azawad, appelons-le l'Azawad, considérons-le tout ce qu'ils veulent avoir. Azawad, tout ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais ce qui ne peut pas s'auto-donner, c'est de dire qu'ils sont une collectivité territoriale au niveau des régions État, parce que cela n'est pas possible. À partir du moment où ils vont vivre des nouvelles règles de rétention de richesse de 20% qui est donné à l'ensemble du pool de collectivités territoriales au niveau de l'État fédératif, eh bien, ce n'est pas possible qu'ils puissent s'auto-administrer, s'auto-gérer avec l'argent des autres. Okay, professeur. Donc c'est une question de ressources. D'accord. La compétence. Question de ressources, ça veut dire que nous venons aux questions économiques. Donc nous savons que dans notre constitution, l'article 98 de la constitution dit que les collectivités s'administrent librement par des conseils élus dans les conditions fixées par la loi. Et d'autre part, on dit que les collectivités, qu'aucune collectivité ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre collectivité. Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, si nous prenons le cas de Kidal, Kidal, en tant que collectivité, ne peut exercer aucune forme d'autorité sur les autres collectivités. Absolument. Et dans l'article 25, on dit que les collectivités territoriales peuvent entreprendre des actions de coopération entre elles
Cette coopération peut se traduire par la création de structures de coopération appropriées, de promotion et de coordination, des actions de développement dans les domaines spécifiques sous le contrôle de l'État. Donc cela voudrait dire aujourd'hui que si nous avons un groupement de collectivités dans le nord du Mali qui peut éventuellement s'appeler Azawad, peut répondre à ces conditions, mais comme vous l'avez tantôt dit, ça ne se fait pas sous la guerre, ça se fait dans l'esprit de la loi de la décentralisation et éventuellement aller vers une régionalisation. Donc ceci étant dit, professeur, aujourd'hui vous avez parlé de l'architecture institutionnelle 2.1. Ce qui est sûr, aujourd'hui, nous voyons qu'au niveau de nos institutions, il y a une bataille qui est engagée qui consiste à aller vers une révision constitutionnelle. Alors, n'ayant pas acté cette architecture institutionnelle 2.1, comment pensez-vous que cette architecture peut être mise en place? Bon, il faut d'abord que j'explique l'architecture dans sa globalité. D'accord. L'architecture 2.0, c'est au niveau de ce que vous avez au niveau de l'article 6, chapitre 3, titre 2 du document de l'accord. D'accord. Tout est dit là-bas, sauf qu'il y a une erreur d'interprétation. Quand on dit le président de l'Assemblée... Le président des régions est élu au suffrage universel direct. Et qu'il est chef de l'exécutif. Chef de l'exécutif, il ne peut pas cumuler tous les trois pouvoirs en même temps. Ça, il faut le barrer. D'accord. Sinon, le reste... est acceptable. Oui, dans l'application, les corrections vont venir. Mais ce qui est une erreur fatale, vous ne la laissez pas pour la correction. Vous l'enlevez. Absolument. Maintenant, l'architecture institutionnelle version 2.1, c'est vraiment au niveau de la loi 04051. La loi 04051 vous dit qu'il y a le président de l'État fédératif, plus le Premier ministre de l'État fédératif, le chef du gouvernement de l'État fédératif. Et il est assisté par 3 ministères d'État. Ministère d'État chargé de la défense civile et stratégique des nations, l'ordre de 6 à 8 ministères sectoriels. D'accord. Le ministère d'État chargé de la défense économique et stratégique des nations, qui est aussi de l'ordre de 6 à 8 ministères sectoriels. Et le ministère d'État chargé de la défense militaire et stratégique des nations, qui est 2 ministères, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères. Quand il y a ces structures-là, maintenant, au niveau de la région, il y a 6 à 8 ministères dans le domaine de la défense économique et stratégique des nations. 6 à 8 ministères dans le domaine de la défense civile et stratégique des nations. Tu n'as pas de ministère de la défense, parce que le ministère de la sécurité se trouve au niveau du ministère des Affaires étrangères. Non. De la défense. Non. Ça, c'est au niveau de l'État fédératif. D'accord. Mais quand c'est au niveau de la région, ça se trouve au niveau du ministère chargé de la défense civile et stratégique des nations. D'accord. Le ministère de la sécurité. Donc, en réalité, si je comprends bien, cette architecture institutionnelle 2.1 répond à un modèle fédératif. Il ne peut pas être dans le statu quo du modèle que nous connaissons. Parce qu'aujourd'hui, le débat, il est sur 2 schémas, monsieur le professeur Abdoulaye Niang. Oui. On voit ceux qui refusent l'application de l'accord, qui parlent du statu quo par rapport à un modèle qui avait existé, qui semble, dans l'interprétation, être ce qu'ils appellent l'État unitaire. Et comme si le modèle prôné par l'application de l'accord n'était pas un modèle unitaire. Alors, aujourd'hui, est-ce que ces 2 systèmes comparés, le modèle de l'État central, qui semble être celui qui est défini comme étant l'État unitaire, et le modèle fédératif, quel est le modèle qui sied à un véritable développement économique, social et culturel des collectivités de localités en réalité? La collectivité territoriale, suivant le principe de souveraineté, qui est un droit indéniable de richesse et de ressources naturelles pour tous, des ressortissants et de non-ressortissants, eh bien, n'est valable qu'à travers l'État fédératif. Full stop. Donc, professeur, si j'ai bien compris votre analyse, et suivant les résultats de recherche du Centre d'études stratégiques sénégalais, dont vous êtes le directeur exécutif, que je rappelle ici, voudrait dire qu'aujourd'hui, si le Mali veut s'en sortir, le développement à la base doit être essentiel.
cette capacité de s'auto-administrer avec un modèle cohérent permettrait effectivement aux communautés de localité de sortir de l'impasse. Absolument. Et la qualité territoriale, la communauté de localité, c'est la base. D'accord. La communauté de localité a le droit inaliénable de richesse. D'accord. Quand il y a de la richesse générée à travers une société des mines, par exemple, au niveau de la communauté de localité, oui, eh bien, le droit international, le droit économique international appliqué, oui, exige à ce que ce droit-là soit pour les ressortissants et les non-ressortissants. D'accord. Et quand on dit les ressortissants et les non-ressortissants, il faut permettre une seconde là-dessus seulement, oui, c'est les ressortissants de la communauté de localité et les non-ressortissants de la communauté de localité. Mais ressortissants de la collectivité territoriale. Et des ressortissants de la collectivité territoriale, mais non ressortissants et des non-ressortissants de la nation. Donc, on sort de la collectivité de localité, on va à la collectivité territoriale, on va à la nation, et on va de la nation à l'Afrique, et de l'Afrique, on a fait une distinction à l'Union européenne, parce que ce sont eux qui ont appliqué le principe d'acquisition du titre de propriété des terres des païens et des infidèles. Et après, on va au niveau mondial, parce que c'est à ce niveau-là que la doctrine du titre de propriété par la découverte chrétienne des ressources naturelles nous a été appliquée. C'est-à-dire que le droit inaliénable des richesses, pour tous, et des non-ressortissants en particulier, ça c'est défini par le pacte international relatif au droit économique international. Donc, si je comprends bien, professeur, ce droit aujourd'hui rétablit effectivement une entorse qui nous avait été faite par le passé. Ça veut dire que nous avons exproprié de nos ressources, de nos terres, à travers le modèle esclavagiste caché derrière le christianisme. Donc, aujourd'hui, ce droit international rétablit que nous sommes souverains de nos terres et de nos ressources. Et le pacte est une autorité supérieure aux lois nationales. Donc cela voudrait dire, professeur Abdoulaye Niang, qu'aujourd'hui le Mali peut se faire prévaloir de cette loi pour exproprier les mines existantes aujourd'hui qui sont dans la fraude, dans la dissimulation. C'est déjà fait, mais c'est l'objet d'une autre émission. D'accord, professeur. C'est trop profond pour être abordé de façon de cette manière-là. Superficielle. Ce qui est, non, pas superficielle. D'accord. Parce que c'est le temps qui est imparti. D'accord. Et nous allons nous concentrer sur les aspects mais par rapport à l'accord, la plus importante contribution de l'accord, c'est que l'accord permet d'établir nos droits comme tu l'as dit. C'est-à-dire c'est l'accord qui dit à l'article 15 que la collectivité territoriale va négocier avec l'État central, l'État fédératif, pour déterminer sa part. Tout à fait. À partir du moment où c'est le cas, eh bien, c'est le droit inaliénable de ressources naturelles en ce moment de la collectivité territoriale qui est exprimé. D'accord. En même temps, quand tu donnes à la collectivité territoriale son droit inaliénable, tu donnes le droit inaliénable à la communauté de localité. Donc, la chose la plus importante pour vraiment l'accord, sa valeur ajoutée, la plus importante, c'est à ce niveau-là. Et maintenant, la deuxième valeur ajoutée, c'est à travers ce qu'on a discuté un peu plus haut, où effectivement l'architecture institutionnelle devient complète. Donc, en Mauritanie, si on a eu à discuter de ces deux points forts, mais ceux qui ont pris les informations, le mal de l'accord, de ceux qui ont écrit l'accord, c'est de n'avoir pas été intellectuellement honnête, de se référer à des références. Donc ils n'ont pas cité les sources. Ah oui, mais écoute... D'accord, professeur, nous comprenons bien que cet accord a accouché d'une façon douloureuse, ça a été très difficile. Nous voyons aussi qu'aujourd'hui, les détracteurs de l'accord parlent beaucoup de la police territoriale. Alors que nous avons dans le Code des collectivités, l'article 18, qui dit que la police administrative en charge de l'application des mesures édictées par les organes compétents des collectivités territoriales en matière d'ordre public, de tranquillité, de sécurité, d'hygiène et d'assainissement, et s'exerce conformément aux textes en vigueur et sous le contrôle de l'État. Les modalités de création,
les attributions à l'organisation de la police administrative sont fixées par la loi. Et nous avons constaté que l'accord s'est adossé à ces textes pour essayer de créer ce qu'on a appelé la police territoriale, qui en réalité est une police administrative. Mais aujourd'hui, on est confronté à une difficulté d'application. Il y a une loi qui était prévue au niveau du CNT ces quelques jours pour être votée concernant cette police territoriale et qui a rencontré quelques difficultés de compréhension. Quelle pourrait être votre lecture à travers toutes les études que vous avez eu à faire par rapport à la faisabilité et à la nécessité d'une police administrative dans un modèle fédératif? Vous savez, à un moment donné, il faut arrêter de trop parler. Quand trop de parlotte nuit. À partir du moment où tu as la fédération et que c'est la fédération qui va prendre désormais la défense militaire en charge, j'espère qu'on arrivera sur ça aussi. Avec Bakuba et compagnie. Takuba. Takuba, n'est-ce pas? Je m'excuse. Il faut obligatoirement qu'il y ait une collectivité, au niveau de la côté territoriale, qu'il y ait une police territoriale. La police territoriale est une obligation, c'est une nécessité, c'est incontournable. Et c'est un progrès que moi j'ai célébré quand on a parlé de ça. Même si au niveau du CNT, il y a des difficultés là-bas. Bon, quand vous amenez des gens de n'importe quelle tendance, qui pensent qu'ils sont importants quand ils sont dans le bavardage, c'est pourquoi, quand il m'a approché pour cette émission, j'ai dit, fais tout pour éviter les bavardeurs. C'est vrai, je me rappelle encore. Évite-les. Si tu ne les évites pas, ce que tu as gagné, tu vas tout perdre. Bon, c'est pas que je vais réserver la salle à des chercheurs, à des spécialistes qui savent ce qu'ils veulent dire, mais tout ce qu'on est en train de dire du point de vue police territoriale, la police territoriale sera là. C'est l'essentiel. Ok, professeur, ceci est bien noté. Nous avons compris que dans l'explication et dans l'application de l'accord, la police territoriale est une nécessité objective. Est un élément. Est un élément de l'accord. C'est obligatoire, mais écoute, au niveau de la côté territoriale, il faut une police. Absolument. Mais elle doit s'appeler comment? Police territoriale? Vous voulez l'appeler police? En réalité, la confusion, c'est que certains pensent que cette police se substitue à la police nationale. Non, non. Mais moi, je viens de te dire tout de suite là, oui, dans l'État fédératif. C'est le ministre d'État chargé de la défense militaire. Du côté des collectivités territoriales. Non, du côté de l'État fédératif. Oui, l'État central. L'État central. Oui. Mais je te dis aussi qu'il y a le ministère d'État chargé de la défense économique. Au niveau de l'État-région. Non, l'État fédératif. Oui. Et puis après, l'État, au niveau de la région État, oui, tu as... Mais quand maintenant une région n'est pas État, et qu'elle est simplement une région administrative, elle reste ce qu'elle est. D'accord. Ce qu'on peut considérer, que la police territoriale soit pour la région État seulement, pas pour la région administrative. Parce qu'il y a une nuance. Une région reste administrative, bon, quand elle n'a pas les ressources, elle a les compétences qui sont transférées, mais les ressources sont supposées transférées. Elles ne sont réellement transférées que lorsque les ressources le sont aussi. Tu as une société de mines qui t'apporte 20%. En réalité, 25%. D'accord. Et puis maintenant, parce que toi, tu apportes 20% pour le pot commun, oui, eh bien, quand d'autres aussi vont devenir région minière, communauté de localité minière, eh bien, ils en apportent.
Donc oui, professeur. Donc, si j'ai bien compris, vous avez parlé de 20%, de 25%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous acceptons d'aller dans cette forme de l'application de l'accord où Kidal a négocié en 2 phases l'accord d'Alger. Un premier temps, ils étaient venus, ils n'ont pas voulu signer. L'accord a été signé par la plateforme. Et la CEMA avait exigé qu'il y ait un accord additif, ce qu'on a appelé le relevé de conclusions, qui a fait baver beaucoup de personnes. Et dans ce relevé de conclusions, il apparaît que effectivement, il fallait négocier et accepter un certain quota pour les régions dites de l'Azawad. Est-ce que cela voudrait dire aujourd'hui que si effectivement nous partons à l'application de l'accord et que Kidal éventuellement aura 20% des ressources naturelles de Kidal, est-ce que cela voudrait dire que Koulikoro, Mopti, Ségou, Kaye, les autres régions du Mali aussi auront le même quota? Bon, si on connaît l'origine des vins, d'accord, cette question ne se pose pas. Malheureusement, professeur, nous ne connaissons pas l'origine des vins parce qu'il faut bien que vous nous aidiez à comprendre comment ces vins sont obtenus et comment est-ce que nous allons être dans l'esprit de respect de l'article 2 de notre Constitution qui dit qu'il ne faut pas faire de la discrimination. Et de l'article 4, c'est de l'accord. Qui dit effectivement que ce qui est bon pour les régions du Nord... C'est ce que je t'ai dit à un moment donné, que le crime commis par les rédacteurs de l'accord, c'est d'avoir s'approprier des résultats de recherche des autres. Et quand tu le fais, tu en payes le prix. Ce vin-là n'est pas de ce jeu. Oui, professeur. Ce vin-là est des Badlabou. Professeur, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les règles de rétention des richesses que vous avez mis en route depuis 2008. Oui. Que tous ceux qui ont lu le livre blanc ont effectivement compris que cette règle de rétention, cette clé de répartition vient du professeur Abdoulaye Niang. Professeur Abdoulaye Niang, expliquez-nous un peu l'origine de ces 20%. Comment vous avez fait pour... Non, il y a un problème réel. Le droit économique international dit que, en réalité, l'Afrique peut prendre ses ressources. Mais à condition que ce qui revient à l'Afrique revient aussi aux non-ressortissants. Ça veut dire à parité. À parité. D'accord. Mais la parité là a été très difficile pour le chercheur. Et il fallait beaucoup de subtilité et beaucoup d'intelligence. Que tu as expliqué une fois. D'accord. Oui, n'est-ce pas? D'accord. Donc, on est arrivé à 60-40. Ça, c'est pas parité. Hein? 60-40. Ça veut dire 60 pour l'Afrique et 40 pour le reste du monde. Ça, c'est pas parité. C'est pas de la parité, professeur. Vous êtes déjà supérieur. Ah. De plus de 10. Mais... Au lieu de 50-50. Bon, si tu faisais 50-50, tu avais des problèmes. Et quel professeur? 50-50, on vous a demandé d'être à parité. 50-50, j'espère que vous n'avez pas de problème. Non, d'insolvabilité. D'accord. Parce que... Comment, professeur? Parce que la communauté de localité... Elle a un droit qui est inaliénable. Ah, et on les avait oubliés. Ah, dès que tu ajoutes, prends seulement, mais espilonne seulement. Tu enlèves espilonne là-dedans, ce n'est plus 50-50. Ah, là, je suis d'accord, professeur. Espilonne. La collectivité de localité pas grand-chose. Mais on a enlevé 5%. D'accord. Pour les communautés de localité. Communautés de localité. C'est là où l'or sort. Donc, il reste maintenant 55%, si j'ai bien compris, professeur. Des 60%, vous avez ôté 5 que vous donnez aux collectivités de localité. Donc, il me reste 55. Bon, les 40%, c'est la nation. D'accord. 40% pour la nation du Mali. Ce qui fait 45%. Donc, en ce moment, j'ai garanti 40% pour le reste du monde. 40% pour le reste du monde et 45% pour le Mali. Donc, ah non, 40%. J'ai la majorité. Non, 40% plus 5%. Donc les 5% pour les communautés de localité. Ah, donc, professeur, si j'ai bien compris, de façon subtile, vous mettez 5% entre parenthèses et 40-40 pour une nation et 40 pour le reste du monde. Ce qui nous donne l'équité et la parité recherchée. À ce niveau-là. À ce niveau. Première équation. Maintenant, 15%, ça c'est pour les communautés de localité du reste de l'Afrique. Donc 15% réservé pour le reste de l'Afrique. Ça te fait en ce moment 60%. J'avoue que, professeur, vous donnez une telle force à l'Afrique, avec 60% des ressources et 40% le reste du monde, ça veut dire que la souveraineté de l'Afrique, qui est tant recherchée,
qui a été tant convoitée depuis les indépendances. Aujourd'hui, vous nous permettez d'obtenir cette souveraineté économique? C'est l'indépendance économique et monétaire de l'Afrique qui est obtenue. Et c'est déjà là. C'est fait, les calculs sont bons, ils sont scientifiques. Il n'y a rien à faire. J'attends un Assimi Goïta, c'est Goïta, c'est ça? Monsieur Assimi Goïta vous entend en ce moment. J'espère bien qu'il va comprendre que la souveraineté économique du Mali, la souveraineté de l'Afrique est garantie déjà à partir des résultats de recherche du professeur Abdoulaye Niang. Une signature. Et vous avez besoin que d'une seule signature pour matérialiser la souveraineté économique de l'Afrique. Il n'y a aucune société multinationale qui est capable de résister. Ce n'est pas possible. Le calcul est bon. Maintenant, il faut qu'on aille à la parité quand même. Hein. D'accord. Allons-y à la parité, professeur Abdoulaye. La parité, nous avons dit que les ressources militaires, les nouvelles règles de ressources, de mobilisation des ressources militaires. Donc, professeur, ça veut dire que quand vous parlez d'économie, vous parlez de risque, vous parlez d'attaque, vous parlez de sécurité. Donc, l'argent et les armes font bon ménage. Ni développement, ni sécurité. Et vice-versa. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons pu constater effectivement que quand la crise malienne avait commencé, on a vu à un moment donné que l'armée française a quitté N'Djamena pour aller attaquer des extrémistes violents au Niger parce que Areva était sous menace. Absolument. Donc ça veut dire qu'effectivement, comme vous le dites, la relation elle est évidente entre l'économie... Ne part pas très loin. D'accord, professeur. Quand on a attaqué, on a supposé attaquer le Mali. D'accord. Avec, comment il s'appelle? Supposé attaquer le Mali. Oui. François Hollande? Non, non, non. Pour mobiliser le village là de... Konna? Konna. Oui. L'attaque de Konna. L'attaque de Konna. Oui. Ça s'est matérialisé par quoi? Ça s'est matérialisé par une réponse. Militaire. En tout cas, une réponse. Une réponse adéquate. Une menace oui. En Algérie, oui. N'est-ce pas? Oui. Ils ont attaqué une menace. Tout à fait. Ils ont attaqué au Niger aussi. Oui. Donc, tu ne peux pas séparer le développement de la sécurité. D'accord. Donc maintenant, professeur, vu qu'on a fait le lien entre le développement et la sécurité... Si tu fais le lien, maintenant, tu as 60 sur 40 pour les ressources militaires. Naturelles. Non, pour les ressources naturelles, 60-40. 60-40. Pour les ressources militaires, non. On inverse. 40-60. 40-60. Donc en ce moment, 40 pour l'Afrique, oui. Y compris nous en tant que Maliens, oui. 40 pour l'Afrique et 60 pour le reste du monde. Absolument. Donc ce qui donne maintenant la parité. 60, 40, 40, 60. C'est ce que le droit économique international m'exige. En tant que chercheur, vous avez répondu aux contingences, aux exigences de ce droit international et cet équilibre, vous l'avez trouvé à travers votre modèle. Et un modèle Excel. Très bien, professeur. Si nous avons un modèle Excel aujourd'hui qui nous montre toute la vérité. Très simple, pour ne pas être trop compliqué, parce qu'on dit que nous sommes des quantitativistes, nous sommes très compliqués. Oui, c'est tout à fait normal. Mais je suis allé avec un modèle Excel, Microsoft. Microsoft, Excel, qui explique... Qui dit ce que tu avais dit au départ, 50-50. Oui. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut trouver d'autres équilibres. 45-55. C'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Il me faut aller à 60-40 ici et 40-60 ici. Et moi, j'ai mon équilibre. Donc, inversement proportionnel. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce qu'on gagne et que c'est ce qui est gagne. 60% des ressources naturelles n'est pas équivalent à 60% des ressources militaires. Absolument pas. D'accord. Et là, tu ne peux pas m'exiger ça parce que tu m'as dit les droits que moi j'ai en tant que ressortissant, je dois respecter le même droit pour les non-ressortissants. Pour les non-ressortissants. Donc vous avez respecté ces conditions, donc rien ne vous est plus exigible, professeur. Donc professeur, je note bien qu'aujourd'hui, le modèle que vous avez permet effectivement au Mali, dans un premier temps, vu que nous sommes dans la globalisation, permet au Mali d'avoir sa souveraineté économique, permet aussi à l'Afrique d'avoir sa souveraineté économique. Monétaire. Souveraineté économique et monétaire. D'accord, professeur.
Donc, ceci étant dit, professeur, nous avons compris un peu le mécanisme que vous avez mis en place pour permettre une bonne répartition des richesses entre nous et le reste du monde, ce qui permettrait effectivement d'avoir cet équilibre conformément au droit international et permettre d'avoir la souveraineté économique et monétaire du Mali et de l'Afrique. Alors, ceci étant, aujourd'hui, nous savons que effectivement toute la crise que nous connaissons aujourd'hui, elle est une crise globale, sécuritaire, que vous avez définie suivant le modèle que vous avez édicté. Et vous avez anticipé sur cette crise. Et aujourd'hui, cette crise, elle devient réelle. Le Mali, aujourd'hui, à travers l'accord, essaye de trouver des réponses à travers l'accord. Mais malheureusement, nous constatons que cet accord piétine. Ne pensez-vous pas, professeur, que l'architecture institutionnelle que vous avez décrite, ne pensez-vous pas que le modèle économique que vous avez mis en place bien avant que cet accord soit signé est une piste de solution, ou sinon une solution pour la crise que nous connaissons aujourd'hui? Écoute, les Maliens sont méchants. Permettez-moi de le dire. Hein. Nous sommes des chercheurs, nous disons ce que nous croyons. Il est dit par mon professeur Milton Friedman. Quand tu supposes une crise, elle devient réelle. Quand elle devient réelle, vous partez chercher les solutions de là où ça a été supposé. C'est au centre Séné à Badlabou? Absolument, professeur. D'accord. Donc, voilà que moi j'ai supposé que la crise est sociale, globale et sécuritaire. Et que le ministère de la Défense américaine a convoqué le second atelier de lutte d'extrême violence à Dakar le 8 mai 2013 m'a appelé pour me dire de venir devant 60 pairs, 60 personnes qui sont supposées être les meilleures du point de vue développement de sécurité, oui. Donc le nexus au développement sécurité, okay. Eh bien, pour venir vous évaluer en un mot, pour vous écouter votre thèse et vous évaluer en tant que... Ils ont dit tu as 25 minutes. D'accord. Mais il y a 90 minutes. Ils vont te débattre. Et ils m'ont débattu. Et finalement, ils ont trouvé effectivement que ce qui est supposé est valable. Tout à fait. Il ne peut pas dire que c'est réel. Mais c'est l'accord... c'est le plutôt, je m'excuse, je suis en train de m'éloigner du micro, c'est plutôt de Covid-19, oui. Malheureusement. Qui confirme. Aucun d'entre nous n'est Covid. Nous respectons les règles barrières. Les règles barrières. D'accord. Mais on devait nous voir au moins avec le masque. Le masque, c'est la sécurité. Tout à fait. C'est global parce que c'est en Chine, c'est partout ailleurs. Et donc, elle est sécuritaire à travers le masque. Tout à fait. Elle est globale. Oui, parce qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Elle est sociale. À partir du moment où c'est le cas, M. Bokoum, oui. Ces gens-là qui sont en train de chercher des solutions là, les solutions de rechange là, ça se trouve à Badlabou. D'accord, professeur. La position de l'échange se trouve à Badalabougou. Nous savons que l'analyse de la crise globale et sécuritaire au niveau de votre centre d'études Séné a noté la nécessité de la bonne gouvernance, la nécessité d'une nouvelle architecture institutionnelle, la nécessité d'une relance économique et la nécessité de la mise en place d'un système de défense stratégique de la nation. Que faut-il aujourd'hui pour assurer au Mali la paix, la sécurité et la stabilité? C'est l'engagement, c'est d'aller de nouvelles idées à l'action, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Hein. Si aujourd'hui... Les idées à l'action, professeur. Oui. Les idées, vous les avez émises. Oui, mais l'action, c'est pas moi. Et qui doit aller à l'action, professeur? Vous voulez que moi j'aille à l'action? Mais j'ai amené les idées là et puis après vous voulez aussi que j'aille à l'action. Mais je suis un grand blessé. Nous interpellons aujourd'hui. Je suis un grand blessé. Assimi Goïta, je suis un grand... un homme d'action qui a accepté de faire un mouvement le 18 au 19 et encore réparti pour le 24. Donc nous espérons bien que vous allez écouter votre message et pour aller des idées à l'action. Je suis un grand blessé de la guerre économique mondiale. Et je ne vais pas continuer à être blessé. Hein.
Je suis entièrement d'accord avec vous, professeur. Nous avons encore besoin de vos... Si vous voulez qu'on aille des idées à l'action, ben, on a mis un système en place. Nous avons mis la société du savoir en place. Nous avons mis le réseau africain de coordination nationale de veille citoyenne. Tout à fait. Le réseau africain de coalition d'action citoyenne pour la défense du droit économique, pour la défense du droit socio-culturel, pour la défense du droit civil et politique. Et le centre Séné est là, pour la recherche fondamentale. Donc, la Nyang Ablaye Foundation donne ses résultats de recherche à la Société du savoir, et dont tu es un membre proéminent. Oui, professeur, nous savons que ces résultats de recherche depuis un certain temps ont été publiés, mis sur la place publique, et conformément à l'article 22 de la Constitution, vous avez accepté de mettre ces résultats gratuitement à la disposition de l'État du Mali. La défense de la nation est un devoir pour tout un citoyen, et nous avons accepté l'esprit de la réquisition qui éventuellement l'État du Mali pourrait réquisitionner les centres d'études stratégiques pour mettre à disposition tous les résultats de recherche que vous avez obtenus. Monsieur le professeur, comment se fait-il que la sommité que vous êtes, appelée à travers le monde pour des résultats de recherche, comment se fait-il que chez vous, même au Mali, on ne puisse pas profiter de vos résultats? Tu répondras à la question. Professeur, non, tu réponds à la question. D'accord, professeur. Je pense que cette question... Ça, tu réponds à la question. Cette question s'adresse à nos... Moi, je n'ai pas de... Je n'ai pas de réponse à ça. Parce que, professeur, nous sommes vraiment peinés de savoir qu'aujourd'hui... Si tu veux avoir aujourd'hui 45% de ton or, tu as les résultats de recherche pour ça. Et qu'il n'y a aucune société multinationale. Toi-même, tu m'en as parlé pour l'OCDE et tout. Absolument. L'OCDE vient de prendre une décision importante pour faire une réduction de 15%. Pourquoi l'OCDE va être cité avant nous? Ce n'est pas normal, professeur. Pourquoi l'OCDE va être cité alors que nous, on n'est pas cité? Professeur, tu as la réponse à ta question? C'est de la discrimination. Bon, moi, je ne sais pas. moi, ça m'est égal. La Fondation Nyang Ablaye vit sur un minimum qui nous permet d'être confortable. Si vous ne voulez pas être riche, moi je suis riche. D'accord, professeur. J'espère que sur ces mots, nous allons pouvoir offrir de la richesse au Mali, permettre aujourd'hui, à travers les résolutions de l'OCDE qui dit que les multinationales doivent disparaître de la carte du monde dès lors qu'ils sont dans la fraude, dans la dissimulation et dans le blanchiment de l'argent. Et on les a attrapés dans la fraude. Et effectivement, le bureau du vérificateur a mis en évidence effectivement cet aspect de la fraude. Et vous ne voulez pas les prendre pour les jeter dehors? Il revient à l'État du Mali aujourd'hui de s'approprier de tous ces résultats pour dire à ce moment précis que sur la base de la réquisition qui est prévue effectivement dans la 04051, qu'il y a une possibilité pour le Mali aujourd'hui d'avoir 45% de ses ressources pour affirmer sa souveraineté. En réalité, beaucoup. Oui, professeur. Si tu vas dans ta ligne d'analyse, ce n'est pas 45%. D'accord, professeur. C'est 100%. Ah, professeur, ça, je ne comprends pas. 100%. Ah oui. En attendant que que l'embargo soit levé, qu'on arrête de nous maltraiter. Donc, en attendant, on fait la rétention sur les 100%. Et une fois qu'on serait des beaux garçons à regarder et que la communauté internationale serait prête à nous regarder dans les yeux de façon responsable et à nous respecter comme État, nous rétablirons les règles de 45%. C'est bien ça, professeur? Tu es suffisamment intelligent. Donc, c'est bien ça. D'accord, professeur. C'est bien ça. Et ils nous ont trompés aussi. Oui. Parce que depuis 2012, nous, on devait être à parité 50-50. Notamment à travers Gungoto. Absolument. Donc, tu connais tout. D'accord, professeur. Tu peux donner ce cours-là aujourd'hui partout. Et c'est ça qui fait le plaisir. En ce moment, moi, je sais que la société du savoir existe. Merci, professeur. Et qu'elle est réelle. Mais si on ne t'écoute pas aussi, moi on ne m'écoute pas, toi aussi on ne t'écoute pas, non? C'est vrai que nous ne sommes pas écoutés, mais nous ferons en sorte que nous soyons écoutés. Mais cette émission-là, je crois que ça a été suffisamment clair du point de vue questionnement. D'accord. Est-ce que maintenant la réponse a été claire? Ça, c'est autre chose. Hein? D'accord. Mais ce que je peux dire, les questions étaient structurées de manière que, théoriquement, même ceux qui ne sont pas intelligents peuvent comprendre.
D'accord, professeur. Bon. Nous vous remercions infiniment pour être venu à ce plateau. Je remercie tous les téléspectateurs et ceux qui nous suivent en ce moment sur Mali On Media. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et surtout des commentaires pour nous permettre effectivement d'améliorer votre nouvelle émission Politique Express.